Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à Comment survivre. Chose promise, chose due, nous continuons donc notre première saison et à travers le 3e épisode, nous allons aborder la thématique de la crise ivoirienne avec un invité qui se nomme Sagnan. La crise ivoirienne, c'est cette guerre qui a commencé le 19 septembre 2002 pour aboutir aux événements malheureux de 2010 qui ont conduit l'ancien président en exercice, Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale. Notre invité, qui à cette époque avait tout juste 18-19 ans, a été fortement affecté par cette crise, car le cours de sa vie a été chamboulé, a profondément changé. D'abord, il y a eu la perte de sa tante, ensuite il y a eu le viol de sa mère, pour aboutir ensuite à la paralysie faciale dont il a été victime. Et il a bien voulu nous expliquer les moments forts de sa vie et la manière dont il a réussi à surmonter tous les obstacles qui se sont présentés à lui lors de cette guerre. J'espère sincèrement que cet échange permettra aux auditeurs qui connaissent mal cette crise de réaliser à quel point elle a profondément marqué la société ivoirienne dans son ensemble. Et j'espère que ceux qui peut-être lors de cette crise ont eu des avis très tranchés, peut-être pour le camp Gbagbo ou alors pour le camp Ouattara, se rendront compte qu'en réalité, la seule et l'unique victime, c'est la Côte d'Ivoire et c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et qu'il vaut mieux parler et dialoguer que prendre les armes, car on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Je ne vais pas vous perdre plus de temps, mais je vais vous faire un petit rappel. N'hésitez surtout pas à nous envoyer tout votre soutien et votre support à travers tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et à nous envoyer en inbox des suggestions afin d'améliorer la qualité du podcast et éventuellement partager à votre tour vos expériences. C'est parti, embarquons à bord de mon univers. Salut Sagnan, comment tu vas ce soir? Salut, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta structure familiale? Permettez-moi que je garde l'anonymat. Mon nom Sagnan. Sagnan qui est une langue de chez moi, c'est-à-dire la langue baoulé, qui vient complètement du centre de la Côte d'Ivoire, qui veut dire « faut te cacher pour regarder ». Voilà. J'ai pris ce nom parce que ce nom pour moi a quelque chose d'assez significatif pour pouvoir faire ce podcast. Je suis à peu près, je peux dire, je suis dans la trentaine, 37 ans. Je suis un père de famille d'un enfant de 16 ans. Et puis, je suis le dernier d'une famille de 3 garçons. Je peux dire que je suis un survivant de la crise qui m'a profondément marqué. Voilà, en quelque sorte, je préfère vous donner juste ces informations pour ne pas qu'on puisse relier ce que je vais dire à ma personne, parce que c'est quelque chose que c'est vrai que j'endure encore. J'ai pas envie de parler de ça à tout le monde, à visage découvert à tout le monde, mais au moins mes amis proches au moins savent ce que j'ai vécu, savent ce que j'ai vu pendant ces moments de crise. Comme par exemple, par hasard, je sais pas, aujourd'hui c'est le 19 septembre 2021, ça fait pratiquement, je crois, 19 ans que ces événements malheureux me sont arrivés. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard ou bien un truc, mais j'aimerais vraiment garder ce petit anonymat pour moi. Donc, appelez-moi Sagnan. Aucun souci, ce sera respecté. Tu sais que mon podcast protège à tout prix l'identité des participants et ton identité n'est pas une exception, donc elle sera protégée. Je te remercie encore une fois de participer au podcast. Donc, tu nous as expliqué un petit peu qui tu es, l'âge que tu as, ta structure familiale. Comment as-tu grandi? Est-ce que tu avais un père, une mère? Ouais, j'avais un père que j'ai connu, que j'ai perdu étant très jeune en 92, que j'ai perdu mon père. Et en 92, quand je perdais mon père, avant en Afrique, on appelait, il y avait les secrétaires dactylo, parce que l'ordinateur n'était pas encore né, donc c'était des dactylographies qu'on faisait. Et les secrétaires étaient payés par nombre d'heures. Et ma maman était secrétaire dactylo. Mon papa, lui, il
il faisait partie de la ECI, ECI signifie Énergie électrique de Côte d'Ivoire, qui est une structure qui était censée, qui est une structure qui a apporté l'énergie électrique dans les domaines. Il était chargé, il avait une structure qui installait les pylônes pour apporter de l'énergie dans les villes et campagnes. Donc, il avait monté une structure dans ce genre. Vraiment, j'ai pas eu d'enfance qui était malheureux. J'étais un enfant plutôt avec des parents un peu aisés qui vivaient bien sa vie, qui vivaient tranquillement sa vie, mais j'ai perdu mon papa très jeune en 92. Ça a été un coup très très fatal que j'ai du mal encaisser. Parce que en 92, quand j'ai perdu mon papa n'était pas marié légalement avec ma maman. Donc, je peux dire qu'on a été chassé de la maison que mon père avait construite par la belle famille, vu que la belle famille n'appréciait pas ma maman. Donc, ma maman a dû arrêter tout ce qui était comme secrétariat dactylographie parce que c'était quelque chose qui n'était pas censé apporter, comment je peux dire, un bien-être pour pouvoir assumer notre scolarité. Donc, elle a arrêté pratiquement tout ce qui est comme ce métier pour se mettre à vendre de la ticket. La ticket, c'est du semoule de manioc avec du poisson frit que tout bon visiteur de Côte d'Ivoire connaît. Il y a le garba 7. Le garba, c'est fait par les hommes. C'est le même semoule de manioc, mais avec le poisson thon. Par contre, quand on dit la ticket, c'est du semoule de manioc avec, ça peut être plusieurs poissons, le capitaine, le cap, le poisson, plusieurs types de poissons qui sont frits avec de la tomate fraîche avec de l'oignon frais qu'on pouvait manger avec ça. Donc, maman, il vendait devant un collège à Boaké, un collège à Boaké pour pouvoir nous scolariser, mon grand frère et moi. Donc, malgré qu'on a perdu notre papa, notre maman a tout fait pour nous mettre à l'aise de vivre comme... C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus à notre portée, mais elle a fait l'essentiel pour nous mettre à l'aise. Voilà un peu comment c'est aujourd'hui mon enfance, je peux dire. D'accord. Donc, en fait, la mort de ton père a un peu bouleversé, si je peux dire, ton quotidien parce que c'était lui, finalement, qui était le support financier principal de la famille. Le fait que tes parents vivaient en concubinage, ça n'a pas arrangé les choses parce que finalement, les prédateurs de la famille ont profité de ça pour vous léser de vos biens. Ta mère s'est battue comme elle a pu. Elle a réussi quand même à vous offrir une éducation, à s'assurer que vous ayez un toit et que vous grandissiez plutôt normalement. Si tu me permets de te demander, du coup, tu vis ta vie comme ça se passe comme ça se passe. Et un jour, en 2002, comme on l'a dit en début d'émission, la crise ivoirienne commence. Est-ce que tu peux nous expliquer quel âge tu avais et comment ça s'est déroulé pour toi de ton regard? Parce que tu étais quand même très jeune quand cette crise a eu lieu. 19 ans, ça date. Tu n'as que 37 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ta famille l'a ressenti? Comment ta maman l'a ressenti? Je peux dire, en 2002, ce qui s'est passé, c'était quelque chose de vraiment, je ne sais pas comment je vais qualifier. Bon, d'abord, comme je le disais en début, c'est notre maman qui faisait tout pour nous mettre à l'école. Tout ce qui est comme scolarité, c'était à elle que ça revenait. Donc, du coup, c'était un moment qui était notre soutien financier. Donc, vous comprenez que quand la crise allait éclater, moi, j'étais à Abidjan en vacances. J'étais à Abidjan en vacances. Je devais rentrer. Je suis rentré à Abidjan d'abord le 18 septembre. Je suis rentré à Abidjan le 18 septembre. Je suis rentré à Boaké le 18 septembre. Je devais faire mon inscription en terminale. J'étais en classe de terminale d'ailleurs. Donc, je devais faire mon inscription en terminale. Et quand je suis arrivé, j'avais ma cousine qui était... j'avais juste 18 ans, j'avais juste 18 ans en 2002, j'avais 18 ans, je devais faire mon inscription en terminale. Donc j'avais ma cousine qui devait faire le chemin contraire pour revenir à Abidjan parce qu'elle était déjà étudiante. Donc elle devait faire le chemin contraire pour revenir à Abidjan. Mais elle a voulu que je la trouve à Boaké pour qu'on puisse faire 2 ou 3 jours ensemble avant qu'on puisse rentrer sur Abidjan pour elle aussi son inscription d'ailleurs. Parce qu'elle venait juste d'avoir le bac. Elle avait 19 ans, elle venait juste d'avoir le bac. Donc le 18,
je suis rentré à Boaké. Et on est parti en boîte. On est parti s'amuser. On s'est amusé et on est rentré aux environs de 5h30 par là. Donc, on est rentré. Déjà, il y avait la crise qui avait déjà éclaté à Abidjan. Mais nous, on ne savait pas parce qu'en 2002, c'est vrai que la technologie n'était pas évoluée où on pouvait à tout moment, d'un moment à l'autre, savoir ce qui se passe au bout du monde. Donc, la technologie n'était pas avancée à point pour savoir que si on avait un téléphone, un smartphone pour voir un peu les actualités. Donc, nous rentrons à 5h30. Il faut aussi dire que mon grand frère était déjà rentré à l'école de gendarmerie. Il avait eu son concours de gendarmerie. Ils avaient juste fini de passer leur formation militaire. La formation militaire qui était de 7 mois de formation militaire. Il avait fini de passer la formation militaire. Donc, il avait eu son premier congé en tant qu'élève gendarme. Donc, il était rentré à Abidjan. Le même 18 avec moi. On n'a pas voyagé ensemble, mais je suis arrivé et lui, il est arrivé plus tard que moi. Donc, moi, je ne savais pas qu'il était à Abidjan. Il était à Boaké. Et moi, quand je suis descendu chez mon oncle qui était à la brigade de la gendarmerie de Boaké. Donc, je suis descendu directement chez lui puisque je devais voir ma cousine, tout. Donc, je suis descendu directement chez lui. Voilà. Et on est parti, on est sorti, on s'est amusé. Quand on est rentré à 5h30, à 5h50, les premiers coups de feu ont commencé à éclater à Boaké. Du coup, il y a ma tante, c'est-à-dire la mère de ma nièce, disons ma cousine plutôt. Je me dis, bon, écoutez, nous sommes dans un camp de la gendarmerie et que mon mari m'a appelé pour me dire que non, les nouvelles ne sont pas bonnes parce que lui, il était sorti pour aller garder le corridor. Il m'a appelé pour dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et vu que vous êtes des enfants, j'aimerais que vous partiez chez ma soeur, c'est-à-dire chez mon maman, pour que vous restiez là-bas pour voir ce qui se passait. Je ne sais pas si c'est l'instinct de suivi de notre tante qui nous a sauvés parce que quand on est parti chez ma maman, elle nous a réveillés, on était saoulés, on avait bu de l'alcool, on était saoulés, on dit qu'on ne voulait pas partir, mais elle nous a forcés. On est sorti du camp pendant qu'on voyait des gendarmes s'apprêter avec des armes en train d'ériger des barricades pour se protéger, tout. Nous, on est sortis complètement pour aller chez ma tante qui habitait aux environs, je peux dire, à 500 mètres de là. Moi, j'habitais à 500 mètres de là. Tu veux dire ta tante qui était au camp, c'est ça, hein? Ouais, ma tante était au camp. Ma tante et son mari étaient au camp. Voilà. Donc, quand je suis arrivé de l'Abidjan, je ne suis pas arrivé directement chez ma maman. Je suis parti chez ma tante à la gendarmerie de Boaké qui se trouve à Nembo. Nembo Boaké. Nembo, c'est un quartier de Boaké. Voilà. Tout le monde qui connaît Boaké connaît très bien la gendarmerie parce qu'il y a la brigade de recherche, il y a le camp commando, mais nous, on était à la brigade de recherche. Donc, on est parti à la brigade de recherche, descendu à la brigade de recherche. Donc, elle nous a demandé de sortir, d'aller chez ma maman qui n'habitait pas loin, qui habitait juste en face du... bon, je ne vais pas donner les détails, mais qui n'habitait pas loin de là. Donc, du coup, on est parti là-bas, on est arrivé. C'est arrivé que je me suis rendu compte que mon grand frère était là-bas. Mon grand frère venait d'arriver. Voilà, il venait d'arriver et quand il est arrivé, il est arrivé en tenue de gendarme, en tant qu'élève gendarme, tout. C'était une fierté pour lui, une réussite. C'était une fierté pour ma maman parce que, du moins, elle a fait du test qu'il y a un de ses fils qui est sorti gendarme et consort. Donc, c'était une fierté. Il est venu en tenue gendarme, tout le monde l'a apprécié, tout. Voilà. Donc, on arrive là-bas. De toute manière, on est saoulé, donc on est parti, on endort. Le matin, on s'est réveillé à 10h. On se rend compte qu'il y a des problèmes dans la ville. Tout le monde était sur le qui-vive, tout. Bon, ma tante étant restée à la caserne, on a essayé de la joindre. On n'arrivait plus à la joindre, tout. Et donc là, on a tout essayé, on n'arrivait pas. Et au fur et à mesure, premier jour, deuxième jour, la crise, on n'arrivait toujours pas à joindre ma tante parce que la rébellion avait pris la caserne. Donc, ils avaient empêché tous ceux qui étaient gendarmes comme civils de sortir de la caserne. Donc, notre tante était là-bas. Ma cousine était inquiète. Elle était beaucoup inquiète. Et vu que notre maman a dit, bon, écoutez, comme c'est comme ça, on dit, ils sont en train de chercher les gendarmes ou bien les corps habillés. Vu que ton grand frère, il est désormais fait partie des corps habillés,
vous allez partir au village. Le village qui se trouve à 21 km de Boaké. Voilà, en allant sur la route de Sakassou. Sakassou qui est le centre, je peux dire le royaume. C'est-à-dire, je vais rentrer un peu dans l'histoire, excusez-moi, mais le royaume Ashanti, le prolongement de du royaume Ashanti. C'est-à-dire quand la reine Ablapoko a quitté le Ghana pour faire venir son peuple, qui est le peuple Baloué qui sommes nous, on a établi le royaume à Sakassou. Donc Sakassou, c'est le royaume du peuple Baoulé. Donc on est à quelque chose à 21 km de Boaké. Là, il n'y avait plus de véhicules. On a marché les 21 km pour arriver à Boaké. Mon grand frère, moi et ma cousine, on est arrivé à Sakassou, disons. On est arrivé à Sakassou. On est resté là pendant un moment. Et là, comment on appelle les forces Likon, en ce moment, ça ne pas encore force Likon, mais c'était l'armée française qui passait. Et mon grand-père a dit, bon, écoutez, il y a mon grand frère qui est Janam. Mon grand frère qui est Janam. Donc, il est élève Janam. S'il vous plaît, si vous pouvez l'amener à Yamoussoukro. Donc, la force Likon va prendre mon grand frère pour le déposer à Yamoussoukro. Excuse-moi de te couper. Dans tout ça, parce que c'est ta cousine et toi qui êtes partis au camp et ensuite vous êtes partis dans ce village avec ton grand frère, etc. Est-ce que vous avez des nouvelles de ta maman à toi? Justement, on n'avait plus de nouvelles de notre maman. Ni la maman, ni la tante. Ni la tante. Ni la maman, ni la tante parce que c'est vrai, dans le temps, on n'avait pas encore de téléphone cellulaire. On n'avait pas encore de téléphone cellulaire, donc on n'avait pas le mobile. Le mobile, ce qu'il avait, c'était des personnes qui étaient quand même dans le business et qu'on n'avait pas de mobile pour pouvoir appeler pour savoir ce qui se passe. Donc, on n'avait plus les nouvelles de ma maman ni de ma tante. Voilà. Donc, on était au village, on n'avait plus de nouvelles. Ma tante, c'était plus inquiétant parce que ma tante, elle était à la caserne. Et maman, elle était hors de la caserne. Mais bon, on se disait qu'on n'avait plus de nouvelles. Voilà. Donc, du coup, on était obligé d'être là. On était là pendant près de 2 semaines. Et après, il y a mon oncle, c'est-à-dire le papa à ma nièce qui est arrivé, qui a demandé qu'on quitte. Je veux dire le papa de ta cousine. Voilà, papa de ma cousine plutôt. Voilà, qui a demandé qu'on quitte le village, vu que les choses ne s'amélioraient pas. Il a demandé qu'on quitte le village et qu'on cherche à rentrer sur Yamoussoukro, qui est la ville qui n'était pas encore assiégée par la rébellion. Qu'on devait rentrer sur Yamoussoukro, qui était la ville qui n'était pas encore assiégée par la rébellion. Donc là, on va marcher plus de 200 et quelques kilomètres à pied pour pouvoir arriver à Yamoussoukro. Là, on arrive à Yamoussoukro. Quand on arrive à Yamoussoukro, tout allait bien. C'est comme si on était dans un monde à part et on revenait dans un monde réel. Voilà, parce que de l'autre côté, c'était l'enfer. Là, on arrive à Yamoussoukro, tout le monde vit, il y a la vie, il y a tout et tout. Les gens arrivent à manger et consommer. Là, jusqu'à présent, on n'avait pas encore de nouvelles de ma tante ni de ma maman. Donc, on était beaucoup inquiets. Et ma cousine, elle a pris le chemin d'Abidjan. Moi, j'ai pris le chemin de Daloa, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ma cousine, elle est descendue au sud complètement, à Abidjan, la capitale. Moi, je suis parti à l'ouest parce qu'il y avait le petit frère à ma maman qui était instituteur à Daloa. Donc, j'ai rejoint directement Daloa. Et c'est une fois arrivé à Daloa que nous allons apprendre tout ce qui est comme nouvelle. J'arrive à Daloa et je me rends compte que, d'abord, il y a ma cousine, disons, la maman de ma cousine, elle fut assassinée. Elle a été tuée dans sa maison à elle. Elle a été tuée parce que quand ils sont venus, qu'ils n'ont pas vu son mari, ils l'ont torturée, ils l'ont violée. Elle a été tuée. Paix à son âme. Voilà. Elle a été tuée, c'est horrible. C'était horrible. Et j'avais la nouvelle de ma tante. On ne savait pas comment annoncer à ma cousine. C'était vraiment compliqué. Excusez-moi. Je te sens ému et je partage ton émotion. C'est horrible. Donc, j'avais la nouvelle de ma tante, mais je n'avais pas aucune nouvelle de ma maman. Donc, du coup, c'était vraiment compliqué. Je savais pas ce qui allait arriver à un moment. C'était difficile, en fait. C'était difficile. Moi qui devais affronter la quasi-terminale, j'avais plein d'espoir, tout. C'était difficile, en fait. Je pensais plus à l'école. Je savais même plus si je devais aller à l'école ou pas parce que ils ont demandé à ce que tous les élèves qui étaient dans les zones assiégées puissent s'inscrire dans des établissements
où il se trouve. Je pensais plus à l'école parce que j'étais plus préoccupé par l'état de maman. Et par la suite, les nouvelles qui vont me remonter est que au quartier, comme les gens ont vu mon grand frère venir, comme mon grand frère venait, il est venu en tenue de gendarmerie, il avait la tenue de la gendarmerie. Du coup, quand les rebelles cherchaient tout ce qui était comme les gens qui étaient du corps, le corps de l'armée, ils ont indiqué la maison de ma maman. Ils ont dit qu'elle avait un fils qui était gendarme. Et les gens sont rentrés. Ils ont violé ma maman. Elle a été violée. C'était quelque chose d'assez horrible. Elle a été violée. Elle n'a pas été tuée, mais elle a été violée. Elle a été violée à plusieurs reprises. C'était pas quelque chose que j'ai l'habitude de raconter. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire parce que ça me Sagnan. Ouais. Si c'est trop compliqué pour toi, ça me dérange pas qu'on arrête pour ce soir et qu'on recommence quand tu te sentiras émotionnellement prêt. Parce que je n'aime pas brusquer mes participants. Ça peut aller. D'accord. Ça peut aller. Elle a été violée et elle n'a pas été tuée sur champ, mais je veux dire que ce jour-là, ma maman est morte, quoi. Ce jour-là, elle est morte parce que pour moi, ce jour-là, maman était morte parce que j'ai plus retrouvé ma maman. C'était plus Donc, ma du maman. coup, après son agression, tu as pu la revoir? J'ai pu la revoir, mais c'était pas ma maman. Oui, elle n'était plus là psychologiquement, c'était plus la même personne. C'était plus la même personne. C'était plus ma maman. C'était plus ma maman. C'était difficile à vivre. C'était quelque chose. Et elle s'est laissée mourir par ça. 2002 jusqu'en 2006. Ma maman est décédée en 2006. Elle a décédé des séquelles de tout qu'elle a subi pendant cette crise. C'était compliqué pour elle de refaire une vie, de refaire complètement une vie. Voilà. Ma vie a basculé là. Beaucoup de choses se sont passées là. Excuse-moi de te couper. Donc, tu apprends, quand tu es à Daloa, finalement, tu finis par apprendre ce qui est arrivé à ta maman. Tu réussis à la rejoindre, je suppose, et puis tu découvres tout ce qu'elle a subi. Tu découvres aussi les séquelles de ce qu'elle a subi. Est-ce que tu réussis finalement à t'inscrire quand même pour passer ton bac? Parce que tout à l'heure, tu expliquais qu'avec tout ce qui s'est passé, tu n'avais pas du tout la tête à aller à l'école. Est-ce que malgré ça, tu réussis à finir ta terminale et à passer ton bac? Je me suis inscrit au lycée Antoine Gauze de Daloa, mais sérieusement, j'avais plus la tête à aller à l'école. J'avais plus la tête à me venger. J'avais cette haine de vouloir me venger, de vouloir prendre des armes pour me venger. Peut-être que si j'aurais été à la place de mon grand frère, je serais plus en vie parce que j'avais cette haine de vouloir me venger. J'avais cette haine de vouloir me venger. Voilà. Oui, parce que la rébellion, finalement, elle t'a tout pris. Elle t'a pris ta maman, elle t'a pris ta tante, elle t'a pris ton adolescence, parce qu'à 18 ans, on passe le bac, mais on est très petit, finalement, quand on regarde, quand on regarde l'âge qu'on a aujourd'hui ou qu'on aura demain, on se rend compte qu'à 18 ans, on n'est qu'un gamin, et la rébellion a chamboulé tout ton monde. Tout mon monde, au fait, ma maman était mon idéal. Ma maman était mon idéal, c'était mon idéal. J'avais personne qui pouvait exister de mieux que ma maman. Je n'idéalisais pas personne que ma maman. C'était mon idéal. C'était la personne la plus importante sur terre. C'était la personne la plus que j'avais de plus sur terre. Je pouvais laisser ma vie pour ma maman. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a traumatisé. Ça. Je réussis, je m'inscris, mais malheureusement, je n'avais pas la tête. J'étais un élève brillant. J'étais très brillant. En maths, chimie, surtout. J'étais très brillant en chimie. Malheureusement, en 2003, j'ai échoué à mon bac. Mais c'était pas ça ça me causait pas de problème d'échouer à mon bac parce que j'avais même pas la tête aux études. Je retourne à Abidjan. Pendant tout ce temps, j'ai pas pu voir ma maman parce que depuis 2002, de 19 passé, j'ai quitté ma maman 3 jours après l'éclatement de la crise. Donc, je crois le 22 ou 23 par là. Jusqu'en juillet 2003, je n'avais pas vu ma maman. Je viens à Abidjan en 2003, je vois ma maman, c'est plus la même personne. Elle avait le regard perdu. À un moment,
elle était là par moments, elle criait. En fait, c'est comme si elle n'avait pas l'esprit, quoi. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Par moments, elle savait qui j'étais, par moments, elle ne savait pas qui j'étais. Elle a été traumatisée. Elle a été traumatisée. Par moments, C'est ça un avait choc émotionnel qu'elle a subi. C'est pas seulement physique, c'est que émotionnellement, ça l'a détruite. ça l'a détruite. Donc, elle savait plus, souvent, elle savait plus qui nous étions. Moi et mon grand frère, on pouvait être devant elle, on pousse, on s'amuse, tout, mais elle savait pas qui on était. Et par moments, quand ça lui revient qu'elle sait que nous sommes ses enfants, c'est un choc pas total. Tu peux pas comprendre. Je sais pas, c'est un choc que on se mettait à. On pleurait à toi, elle et nous, on pleurait à toi et tout ça. C'était vraiment compliqué, quoi. C'était difficile. Vous avez pu aider votre mère psychologiquement. Est-ce que vous n'avez pas essayé de l'emmener voir des psychologues ou des psychiatres ou peut-être même, je ne sais pas moi, des groupes de parole pour des personnes qui ont vécu des choses similaires parce qu'on dit que parfois ça aide? En Côte d'Ivoire, je peux dire, nous sommes 25 millions d'habitants aujourd'hui. Pour 25 millions d'habitants, je peux dire que nous avons un psychologue pour environ 2-3 millions d'habitants. Un psychologue environ 2-3 millions d'habitants. Et puis les groupes où on sait, en fait, en Afrique, on banalise tout ce qui est comme choc émotionnel. On banalise tout ce qui est choc émotionnel. On pense plutôt que souvent c'est de la folie. Les gens ont des chocs émotionnels, mais on pense plutôt que c'est de la folie. Alors que souvent, c'est pas de la folie. Donc, tu t'imagines, en 2002, c'était encore pire d'avoir un psychologue. Aujourd'hui, tout ce que la Côte d'Ivoire vit comme truc, comme fait sociétal, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est anodine. Non, ce sont des chocs. C'est des enfants qui ont vécu le traumatisme et qui n'ont jamais été suivis par un psychologue. De la société, les gens n'ont jamais, en termes de société, ils n'ont jamais pris ça en compte. Donc aujourd'hui, ce que nous on subit aujourd'hui, quand je vois certains enfants réagir, les gens ont tendance à penser que non, c'est parce que ces enfants sont soit impolis ou bien soit mal éduqués. Mais non, c'est un choc émotionnel que des enfants ont reçu. Nous, c'est parce que nous, on a été forts. Nous, on a été forts, c'est pourquoi on a réussi à surpasser ça. Mais aujourd'hui, quand je vois certaines choses, voilà. Toi, t'imagines, c'était impossible de voir un psychologue pour voir ces trucs. Et puis les groupes, c'était les groupes de prière, prière église. Voilà. Ma maman, je peux dire que ma maman m'a inculqué les valeurs de l'africanisme. Et je suis un africaniste aujourd'hui. On n'a pas cette habitude d'aller à l'église, d'aller, trucs comme ça. Voilà. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Je me disais que si elle était au village, auprès de ma grand-mère, ça aurait été facile pour elle. Parce que en Afrique, faut le dire que c'est vrai que les psychologues, en termes de trucs, mais en Afrique, on a aussi une manière de traiter ces mots de psychologie. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Les psychologues, de toutes les manières, comme tout individu, sont influencés par leur culture. Et très souvent, on dit que pour qu'un psychologue puisse comprendre ton mot, ce qui est ton mal-être, il faut qu'il puisse comprendre l'environnement culturel dans lequel tu as grandi. Sinon, il va t'apporter des suggestions ou des solutions qui sont pas forcément adaptées. Donc, à moins qu'il soit ouvert et qu'il veuille bien se renseigner un petit peu, s'il n'a que des solutions qui partent de son point de vue à lui, occidental ou autre d'ailleurs, et qui s'adressent peut-être à toi, le petit Africain, ça peut ne pas marcher. Et je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je comprends tout à fait. Ma maman n'était pas, parce qu'elle était à Abidjan, ma grand-mère était au village. Elle se voyait très peu, jusqu'en 2006, où là, tout mon monde bascule. Excuse-moi de te couper. Donc, du coup, tu essayes de faire ton bac en 2003. L'état de santé de ta mère ne s'améliore pas. Mais qu'est-ce que toi, tu fais dans ta vie pour t'occuper, pour travailler, etc., vu que tu n'as plus du tout la tête aux études, en fait? Parce que toi aussi, finalement, émotionnellement, tu as aussi subi un choc. Peut-être pas de la même magnitude que ta maman, mais le fait que tu perdes cet amour pour l'école, pour l'éducation, que tu t'en désintéresses complètement, c'est aussi le résultat de ce choc émotionnel que la rébellion a créé en toi. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper alors? En fait, en 2003, la rentrée des classes 2003-2004, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. J'ai décidé de ne plus faire l'école, de rester auprès de ma mère. J'ai décidé de ne plus aller à l'école. Je me souviens, en octobre,
C'est-à-dire des semaines, 2 ou 3 semaines après la rentrée de classe, en octobre, ma maman est revenue à elle. Elle a retrouvé la mémoire et elle m'a dit, tu fais quoi ici? Tout le monde est à l'école. J'ai dit, non, maman, je suis là pour toi. Elle dit, non, tu ne dois pas être là pour moi. Que tu dois être là pour tes enfants qui vont venir. Donc pour cela, il faut que tu ailles à l'école. Ça m'a touché, ça m'a choqué. J'ai pleuré. Elle a dit non, tu ne dois pas être là. Donc je suis retourné à Daloa en 2004, de octobre 2003, pour faire ma terminale. Cette fois-ci au lycée Touré Nassanaba à Daloa. Et parce que quand j'arrivais, le lycée Antoine Gauze était déjà rempli. Donc je suis retourné à Daloa auprès de mon oncle pour aller terminer ma terminale. Et je me suis dit que je me devais d'avoir le bac pour ma maman, pour tout ce sacrifice qu'elle a dû faire de 92 jusqu'en 2004. Pour tout ce sacrifice qu'elle a dû faire, il fallait que j'aie le bac. Donc du coup, j'ai travaillé dur, j'ai cravaché, j'ai eu le bac avec mention bien. Le bac avec mention bien. Je suis orienté en chimie alimentaire, contrôle qualité. Voilà, chimie alimentaire, contrôle qualité. Donc, j'ai fait un brevet de technicien de 2004 jusqu'en 2006. J'ai fait un brevet de technicien supérieur en chimie alimentaire, contrôle qualité ISO. Voilà. Je me devais pour ça pour ma maman. Et après tu as pu obtenir le diplôme avant que ta maman décède ou pas? Oui, j'ai obtenu le diplôme. C'est 2 mois après mon obtention de mon diplôme que je devais aller soutenir. Je devais faire, comment on appelle. Quand j'ai obtenu le diplôme, il faut dire que la santé de ma maman s'était un peu améliorée. Quand j'ai obtenu le diplôme, la santé de ma maman était un peu améliorée. Comme j'étais très bon en chimie. Quand j'ai eu mon bac d'abord, la santé de ma maman était un peu améliorée, mais c'était pas trop ça. Et elle m'a dit, il y a un oncle qui est venu qui m'a dit, écoute, moi je travaille dans une structure où on a besoin des personnes qui font de chimie alimentaire. Donc j'aimerais que, comme tu es bon en chimie, j'aimerais que tu t'orientes en chimie alimentaire. Donc quand je suis parti, j'ai choisi le contrôle de qualité ISO. Voilà, j'ai choisi ça et ma maman m'a encouragé dans ça. La maman lui revenait, elle perdait la mémoire souvent. Elle m'a encouragé dans ça pour avoir mon brevet de technicien supérieur en chimie, contrôle qualité ISO. Voilà, et j'ai eu mon brevet. C'est 2 mois après avoir obtenu mon brevet que son état s'est empiré et là, elle a perdu la vie. Donc, c'est quand elle a perdu la vie que tout mon monde s'est écroulé. Paix à son âme. Ouais. Tout mon monde s'est écroulé. C'était le Dieu sur la terre qui venait de me partir. C'était vraiment très, très compliqué pour moi. C'était vraiment, on a subi le coup, moi et mon grand frère. On a subi le coup énormément. Bon, mais il fallait apprendre à vivre. Je pense que c'est un moment fort de ma vie, mais je pense que j'ai vécu pire même que ce moment. Ce moment, il est assez spécial, mais ce qui va venir encore pire que ce que j'ai vécu. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, l'épisode étant très long, nous avons décidé de le diviser en 2 parties et je vous propose de nous retrouver très vite pour la suite des aventures de Sagnan.